Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Zoom de TV Liberté. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Rémi Carlu et Nicolas Vaudet. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Rémi Carlu, vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine L'Incorrect. Nicolas Vaudet, vous êtes éditeur. Votre maison, Salvatore, publie la traduction française d'un livre rencontrant un vif succès outre-Atlantique, Tyranny & Co, avec pour sous-titre « Les grandes entreprises contre la liberté ». L'auteur de cet essai passionnant, vraiment disponible sur notre boutique en ligne tvl.fr, est Sohrab Ahmari. Alors vous avez contribué à la diffusion en France, à la publication en France de cet essai de Sohrab Ahmari. Pouvez-vous nous présenter l'auteur Rémi Carlu? Oui, Sohrab Ahmari est un journaliste américain qui est un membre en vue, si vous voulez, des sphères intellectuelles conservatrices américaines. Il est notamment membre d'un groupe qui se nomme les Post-libéraux. Donc, ils sont formés par quelques intellectuels américains, plutôt catholiques, qui sont, si vous voulez, la matière grise du Parti républicain en partie. Alors, ils ne suivent pas tout le parti, mais toute leur logique, si vous voulez, c'est de réfléchir à une alternative à la société contemporaine en critiquant l'orthodoxie libérale, et notamment le fait que le libéralisme, de par sa neutralité, refuse de poser la question du bien. Et donc, eux, en tant que catholiques, évidemment, ça les gêne. Donc ça, c'est l'axe de ce groupe. Et au sein de ce groupe, il y a plusieurs penseurs. Il y a des juristes, un spécialiste de philosophie politique, un théologien. Et il y a Sohrab Ahmari, qui est lui journaliste et qui, avec ce livre, devient un petit peu l'économiste en chef de la maison. Alors Sohrab Ahmari a un parcours en plus extrêmement intéressant, puisqu'il est d'origine iranienne. Il a vécu sous le régime des ayatollahs. Et puis avec sa famille, donc, qui est issue de la bourgeoisie de Téhéran, il a migré aux États-Unis. Il a eu un parcours intellectuel un petit peu chahuté. Il a eu une période nietzschéenne, une période marxiste. Et puis finalement, petit à petit, il s'est converti au catholicisme, notamment au milieu des années 2010. Il raconte tout ça dans un livre sur sa biographie intellectuelle. Et puis par ailleurs, il a déjà publié un livre sur le wokisme et puis un autre livre pour défendre les vertus traditionnelles. Donc ça, c'est son 4e gros ouvrage intellectuel et analytique qui pose effectivement la question d'une tyrannie privée. Nicolas Vaudet, à quelle sorte de tyrannie, justement, Sohrab Ahmari fait référence dans son ouvrage Tyranny & Co? Eh bien, dans ce livre, il commence par rappeler que quand on dit tyrannie en français et en fait aussi en anglais dans le monde anglo-saxon, dans le monde occidental, on pense État. Et on pense État parce qu'on considère que c'est l'État qui est capable et qui est susceptible de forcer le citoyen à faire telle ou telle chose qui ne lui serait pas agréable de lui-même. La tyrannie des grandes entreprises, c'est exactement la même chose, c'est simplement que c'est une grande entreprise qui le fait, qui force le consommateur ou le travailleur à faire des choix qu'il n'aurait pas du tout envie de poser, et ce par la pression économique qu'applique un acteur lourd et puissant dans le marché, dans la vie économique, sur une personne qui est isolée et qui a un nombre de choix beaucoup plus restreint. Et donc c'est par cette pression que s'installe un rapport complètement déséquilibré entre la grande entreprise d'une part et un individu isolé d'autre part, et qu'on peut parler de tyrannie parce que le résultat à la fin, c'est qu'il y a tout un tas de choses que pourrait vouloir faire l'individu qui lui sont totalement inaccessibles parce qu'encore une fois, il y a une sorte de barrière qui est érigée par la grande entreprise. Pour rentrer dans le concret, un exemple qu'on peut donner et que Sohrab Ahmari donne dans ce livre, c'est le fait que lorsqu'on a déménagé pour prendre un nouveau poste, qu'on a résilié son contrat avec un autre employeur, qu'on a donc déménagé, qu'on a installé les enfants dans une nouvelle école, que le conjoint parfois a changé de travail ou même est encore au chômage en cherchant, et qu'on se rend compte en arrivant devant la grande entreprise et devant le contrat qu'il y a des choses comme vous nous donnez le droit d'exploiter ad vitam aeternam votre voix, votre image, et c'est un article qui n'est pas négociable. Bon, l'idée un peu naïve qu'on apprend dans les cours d'économie, c'est de dire, chacun peut dire, non, ça ne me convient pas, je m'en vais. Quand on a déménagé, etc., comme je disais, on est un peu obligé de signer. Et ça, c'est une pression, c'est des circonstances difficiles dans lesquelles se trouvent plutôt les individus isolés, tandis que les grandes entreprises, elles sont capables de prendre les devants. Oui, cette fausse symétrie, en fait, dans la négociation entre le salarié
et l'entreprise. Sohrab Ahmari nous dit « Nous avons, je cite, donc succombé à un effort générationnel soutenu par certaines des plus grosses fortunes mondiales, des plus puissantes entreprises et de leur idéologie de recrutement visant à nous faire oublier ce que nous tenions pour acquis, que les acteurs privés peuvent mettre en danger la liberté autant que les gouvernements trop ambitieux, que le pouvoir incontesté des marchés peut nuire à nos droits et libertés, qu'il existe donc bien des tyrannies et des tyrans dans le monde du privé. » Rémi Carlu, cette tyrannie, c'est aussi la violence idéologique exercée contre les salariés en dehors de tout cadre démocratique par de nombreuses entreprises. Oui, c'est effectivement un phénomène qui existe aux États-Unis, dont Sohrab Ahmari a beaucoup parlé. C'est évidemment le cas, on pense tous à la même chose, au wokisme, qui sont des idéologies qui sont diffuses dans les entreprises avec des ateliers, par exemple, de plus ou moins de rééducation ou de diversité et inclusivité. Le contrôle a priori aussi, des profils de candidats à un poste. Vérifiez si vous n'avez pas été militant dans telle ou telle organisation jugée infâme. Oui. Après, ce qui explique Sohrab Ahmari dans ce livre, c'est que il y a une tyrannie donc, qui existe dans le milieu de l'entreprise et que cet aspect idéologique, notamment woke, sur l'inclusivité, etc., c'est un vernis qui est utilisé par les entreprises pour se donner une bonne conscience, pour montrer un affichage public qui fasse bonne impression vis-à-vis de l'extérieur, et qui soit en fait le moyen pour eux d'exercer une tyrannie interne. Sohrab Ahmari donnait un exemple quand il était en France. Il parlait d'une entreprise alors qu'il devait vendre du matériel dans l'entretien extérieur. Et donc il y avait une annonce où la femme qui faisait l'annonce expliquait qu'elle était une femme noire, handicapée, qu'en ce moment elle parlait depuis les terres d'une ancienne tribu qui avait été chassée par les Américains ayant fait la conquête de l'Ouest, et que la suite de son annonce allait être d'expliquer aux salariés pourquoi il ne fallait pas se syndiquer. Donc, vous voyez bien la perversion de liberté, ou d'asservissement, de consolation d'une certaine manière. Si vous voulez, c'est un petit peu comme on parle souvent de greenwashing, par exemple, sur les questions environnementales. Donc, c'est-à-dire, l'arrière-boutique n'est pas propre, mais on essaie de donner un affichage très progressiste pour avoir une bonne image extérieure, pour la communication, pour être relayé par les médias progressistes. Mais ça n'empêche pas d'exercer, sur les questions purement économiques et sociales, là, des tyrannies qui sont incontestables. Et si je peux ajouter, ça donne d'autant plus de pouvoir, en tout cas rhétorique, à l'employeur, que l'employé qui n'est pas content de sa situation se voit opposer que ton salaire est bas, il n'a pas été revu à la hausse depuis des années, etc. L'assurance maladie est catastrophique, quasiment inexistante, mais les patrons qui se gavent sont toujours plus divers, et donc comme des femmes noires handicapées peuvent accéder à des postes où ils se gavent sur le dos des travailleurs, la société va bien. Et ça, c'est presque un argument auquel on ne peut plus répondre aujourd'hui parce que c'est une doxa. Justement, une autre citation, messieurs, sur laquelle je voudrais vous faire réagir. Sohrab Ahmari nous dit « Si la Chine traitait ses ouvriers comme le fait Amazon, si le Kremlin les forçait à assister au discours de Poutine et si le régime iranien soumettait les individus à une surveillance quasi totale, les Américains seraient scandalés, notre département d'État blâmerait les États en question, le Congrès tiendrait des auditions et des ONG occidentales souligneraient le sort des victimes dans des campagnes de collecte de fonds savamment orchestrées. » Comment, peut-être Nicolas Vaudet, comment expliquer la cécité complète des sociétés occidentales face à la tyrannie qui se déploie en leur sein et qu'elles sont toujours très promptes à identifier chez les autres? Alors, il faut préciser que les trois exemples, donc la Russie, la Chine et l'Iran, ce sont trois exemples qui ont bien eu lieu aux États-Unis. Donc je laisse le lecteur découvrir pourquoi ça s'est présenté comme ça. Mais effectivement, ce sont trois choses qui arrivent aux États-Unis et qui arrivent bien dans le cadre d'une entreprise dans laquelle donc ces choses-là ont été exigées ou imposées aux travailleurs. Je pense que la raison pour laquelle on ne voit pas en quoi cela relève de la tyrannie, c'est qu'encore une fois, l'orthodoxie acceptée, notamment dans l'enseignement de l'économie, c'est vraiment que la tyrannie, l'oppression ne peut être qu'entre l'État et l'individu, parce que le marché est réputé libre. L'économie est faite d'acteurs qui sont censés être tous égaux, au sens où, encore une fois, ils peuvent chacun décider que finalement ça ne me convient pas. Et
ce sur quoi insiste Sohrab Ahmari, et ce sur quoi il insistait quand il est venu présenter son livre à son lancement en France, c'est qu'il y a vraiment une résistance presque mentale à changer de modèle et à se dire que il peut en être autrement. Donc une espèce d'ambiance intellectuelle qui fait qu'on n'envisage pas de voir les choses comme ça, et ça permet effectivement de dérouler tout le programme, encore une fois, parce que la contestation, rhétoriquement, va avoir un peu de retard. Et pourtant, messieurs, Sohrab Ahmari nous rappelle que cette tyrannie privée fonctionne à rebours de la philosophie des pères fondateurs de l'Amérique, pour qui le libéralisme, c'est l'homme maître de son travail. Il n'y a pas d'homme libre qui soit fatalement attaché à vie à sa condition de travailleur. Cette citation est d'Abraham Lincoln. Elle pourrait surprendre l'auditeur contemporain. Oui, en fait, le grand basculement, et c'est ce qu'Ahmari fait dans le livre, il y a une relecture un petit peu de l'histoire économique américaine, notamment. Enfin, il a la mise en parallèle de cette histoire économique avec l'histoire sociale et légale. Et donc, en fait, cette citation de Lincoln signe la philosophie de la première Amérique pré-industrielle. Et ce qui explique Sohrab Ahmari, c'est que les théories libérales sur le fait que vous puissiez toujours trouver une meilleure offre ailleurs si vous n'êtes pas content, fonctionnent dans des économies avec énormément de petits acteurs. Sauf qu'entre deux, il y a eu la révolution industrielle. Et ce qu'explique encore Ahmari, c'est que le capitalisme, en tant que tel, favorise la concentration des capitaux et donc la formation d'oligopoles, voire de monopoles. Et que dans cette nouvelle configuration, une configuration qui est nouvelle et qui n'a pas été connue à ce moment-là, évidemment, par les pères fondateurs, eh bien, la théorie libérale s'effondre sur les faits, ne passe plus en fait. Les faits n'ont plus rien à voir avec ce qui est énoncé en théorie. Et donc c'est cette tyrannie qui se déploie. Et vous parliez tout à l'heure de cécité. La cécité, c'est précisément parce qu'on en reste mentalement attaché aux a priori principiels de ce premier libéralisme, sauf qu'entre-temps, la situation concrète a muté. La situation concrète a muté. Et dès lors, en fait, c'est la conclusion un petit peu d'Ahmari, c'est qu'il nous appelle à changer de lunettes, en fait, et à sortir des lunettes qui sont quasi idéologiques et mythologiques pour voir concrètement ce qui se déroule sous nos yeux. Alors, une opposition a longtemps peut-être permis à cette violence de s'exercer de façon plus homéopathique, d'une certaine façon. C'était la confrontation entre le bloc de l'URSS et le bloc de l'Ouest. Diriez-vous, par exemple, Nicolas Vaudet, que la chute de l'URSS a contribué un peu à l'ensauvagement du capitalisme dès lors que ce modèle-là n'était plus concurrencé ? Je pense que, en tout cas, l'archéologie que fait Sohrab Ahmari des évolutions de cette violence libérale va plutôt dans une autre direction. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur les développements des nouvelles technologies, de la communication et de l'information qui accélèrent encore aujourd'hui ce qui se passe. Mais en fait, pour Sohrab Ahmari, les choses sont mises en place dès les années 80, c'est-à-dire avant l'effondrement du monde communiste. En fait, principalement sous l'action des camps qui ont entouré Reagan aux États-Unis et Thatcher en Angleterre. Et en France, on peut décliner avec le virage néolibéral de Mitterrand, etc. Donc, pour lui, c'est plutôt ça qu'il faut voir, c'est-à-dire qu'il y avait un modèle qui existait après-guerre, qui était un modèle modéré dans lequel on considérait que l'État avait vocation à tempérer ce déséquilibre entre grands acteurs et petits acteurs, et que c'est plutôt non pas un effondrement macro-politique à l'échelle globale qui a eu lieu, plutôt qu'une vraie volonté politique dans les sociétés occidentales de miner et de saper les conditions de cet ordre établi pour faire advenir, donc encore une fois, les conditions d'un marché parfaitement inempêché dans lequel les acteurs, étant réputés libres et parfaitement égaux, peuvent faire exactement ce qu'ils veulent, qui est en fait ce qu'on appelle la liberté du renard d'entrer dans le poulailler. Oui, et j'ajouterais juste un point, c'est qu'en plus cette grande vague néolibérale, donc préparée intellectuellement par Hayek, Friedman, et puis mise en place politiquement par effectivement le tandem Thatcher-Reagan, si vous voulez, est mise en place en instrumentalisant l'opposition avec le communisme. Puisque, en fait, ce que fait Sohrab Ahmari, c'est qu'il explique qu'il y avait une sorte d'âge d'or aux États-Unis qui a été la période du New Deal et de l'ordre économique qui est sorti du New Deal, où il y a énormément de droits qui ont été faits en faveur des travailleurs, qui vont viser à favoriser la syndicalisation, etc. etc. Voilà. Et ce qu'il explique, c'est que dans les années 70-80, avec cette nouvelle vague idéologique,
toute législation était apparentée idéologiquement à du communisme, à la main des soviets, etc. Donc si vous voulez, c'est en opposition au modèle communiste qu'on a voulu éteindre toute intervention de l'État, et que donc s'est fait le désastre économique qui donc continue jusque nos jours, en tout cas aux États-Unis. Justement, Rémi Carlu, et Sohrab Ahmari revient longuement dessus dans l'ouvrage sur la distinction entre le libéralisme et le néolibéralisme, avec deux césures, le colloque Lippmann et la création de la Société du Mont Pèlerin. Pouvez-vous revenir sur cette différence entre l'idéologie libérale, entre le libéralisme tel qu'on le connaît et tel qu'on se complaît à croire qu'il est encore vivant, et le néolibéralisme? Quelles sont les principales différences entre ces deux courants? Oui, Sohrab Ahmari s'appuie notamment là-dessus quand il en parle sur les analyses de Michel Foucault qui ont été faites en France. Et donc il explique en fait que le libéralisme au départ est une philosophie politique globale qui est fondée sur l'autonomie du sujet, la raison individuelle qui permet aux individus de se rencontrer et ensuite de contracter tel qu'ils souhaitent. Mais ce premier libéralisme, évidemment, n'est pas seulement économique, il est aussi philosophique, intellectuel, religieux, politique. Ça mènera à la fondation évidemment de la démocratie. Et d'ailleurs, je pense que si ces premiers libéraux, si on leur présentait certaines des réalités économiques aujourd'hui, ils seraient un petit peu effrayés. C'est que le néolibéralisme naît au cours du XXe siècle. Alors ça se bâtit aussi en réaction aux abus du libéralisme qui a pu exister en Angleterre, au laisser-faire, laisser-passer, où, vous savez, c'est ce qu'explique Charles Dickens, notamment en Grande-Bretagne, où il y a du travail d'enfants payé au jour le jour, etc. Et donc, si vous voulez, il y a une énorme crise du libéralisme à ce moment-là. Et donc, le néolibéralisme va devoir se repenser, avec ces fameux colloques Lippmann et la Société du Mont Pèlerin. Et puis ensuite, après, dans le néolibéralisme, il y a beaucoup de choses un petit peu différentes. Il y a des écoles françaises, allemandes, autrichiennes, américaines. Donc tout ça est un petit peu différent. Vous vous en doutez, dans le néolibéralisme français, il y a beaucoup plus d'États qu'ailleurs. Voilà. Mais le néolibéralisme dont parle Sohrab Ahmari, qui a touché celui évidemment de l'Amérique du Nord, est un néolibéralisme qui, si vous voulez, réorganise la société du point de vue de l'économie. Si vous voulez, le politique est réagencé, est à raisonner par la raison économique. Et donc, dès lors, tout est mis en coupe pour que puisse triompher l'individu, mais en tant qu'entrepreneur, si vous voulez. Donc, la société, disons, est mise en coupe, et c'est l'économie en tant que telle qui devient la valeur et la fonction principale à partir duquel tout est agencé. Nicolas Vaudet, quelle place occupe la contrainte dans la philosophie néolibérale? Alors, la première chose, c'est que l'idée de contrainte était combattue dans la philosophie libérale, parce qu'il ne fallait pas de contrainte, il ne fallait pas que l'État exerce une contrainte sur des acteurs présumés libres. D'une certaine manière, le néolibéralisme dépasse complètement ça. Alors bien évidemment, il y a de la contrainte. Il n'y en a plus dans le discours, parce que la question, c'est donc, il faut créer une société qui soit entièrement à l'image du marché. Et quelle place exerce la contrainte? C'est toutes les contraintes qu'on exerce pour arriver à cet état-là. Et donc, contrainte contre les organisations qui veulent, par exemple, regrouper les travailleurs ou les consommateurs qui veulent, etc. Donc, et puis, aussi, on peut dire contrainte à travers la justice, où il y a un certain nombre de choses qui ne sont plus accessibles encore une fois, aux acteurs, aux petits acteurs. Un des exemples qui sont donnés dans le livre, c'est les travailleurs de Uber qui signent dans leur contrat le fait qu'ils renoncent à toute possibilité d'intenter un procès à Uber. Et que tout litige doit être traité et doit passer devant une cour d'arbitrage privée qui est aux Pays-Bas, à Amsterdam, je crois. Voilà, ça c'est une contrainte de nature judiciaire, c'est-à-dire qu'on dit vous n'avez pas le droit de passer devant la cour de justice qui a traité ce genre de choses depuis des siècles aux États-Unis. Et il faut maintenant obligatoirement renoncer à toute autre forme de justice qui ne serait pas ce truc qui est aux Pays-Bas, pour lequel il faut débourser une somme astronomique, et en plus il faut payer le voyage. Donc c'est le genre de choses qui, encore une fois, ne se présentent pas comme contrainte. Vous avez signé le contrat, vous étiez d'accord, c'est formidable, et qui en fait en est une, puisque ça contraint
un travailleur a littéralement renoncé à tout droit de contestation face à son employeur. Donc la contrainte est partout pour faire advenir cette idée d'une société organisée selon les lois du marché. Rémi Carlu, vous observez la vie des idées outre-Atlantique. Dans le sillage d'intellectuels comme Sohrab Ahmari, sentez-vous monter en puissance une critique du conservatisme dans sa tendance économiquement libérale ou bien ce parti pris reste quand même très minoritaire aux États-Unis? C'est un parti pris qui est minoritaire, qui a un petit peu plus d'écho dans les jeunesses républicaines. Si vous voulez, l'ouvrage, quand il est sorti aux États-Unis, a été encensé par la gauche, et notamment les médias proches du Parti démocrate, parce qu'ils pensaient ils trouvaient que le raisonnement allait plutôt dans leur sens. Il a énormément gêné les membres du Parti républicain et affiliés, parce qu'évidemment, ils s'en prenaient à la doctrine libérale, alors que le Parti républicain, qui est effectivement plutôt conservateur sur la question des mœurs, a une vraie tendance libertarienne sur toutes ces questions. Et l'objectif de Sohrab Ahmari, c'est de renverser le rapport de la droite conservatrice américaine à la liberté et à la contrainte, en expliquant que, à certains moments, notamment sur les questions économiques et sociales, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère, comme le disait le père Henri Lacordaire. Et donc, lui, c'est vraiment son objectif, mais il explique que, si vous voulez, dans le Parti républicain, ça reste quand même minoritaire. Lui travaille plutôt avec certains sénateurs, certains députés, mais qu'il n'y a pas encore de conséquences structurelles sur tout le parti. Et la présidentielle qui se déroulera cette année aux États-Unis sera pour le coup un vrai tournant, puisque le Parti républicain, qui a récupéré l'électorat populaire depuis la première élection de Trump, va devoir, et c'est en tout cas ce qu'espère Sohrab Ahmari, commencer à présenter un programme qui puisse répondre à leurs attentes. Alors pour l'instant, visiblement, c'est pas tout à fait le cas. Le Trumpisme a réussi à les récupérer sur le plan électoral par toute une rhétorique. D'illusion. C'est ça, oui, c'est ça. Et en fait, tout son parti pris est de dire, attention, le Parti républicain va devoir répondre à leurs attentes, va devoir avoir un programme économique et social très clair, en poussant le syndicalisme, par exemple. Autrement, il va perdre les électeurs qu'il a récupérés cette dernière décennie. C'est-à-dire que le Parti républicain a vraiment récupéré ces électeurs-là, mais c'est des électeurs qui n'en étaient pas, ou qui n'en étaient plus. Et donc il faut en fait maintenant tenir les promesses. Ça a été compliqué, ça n'a pas été fait de manière très très convaincante sous le mandat de Trump. Et toute la question maintenant, c'est de bien consolider ces acquis-là, en le transformant en politique, parce que sinon, Sohrab Ahmari dit, voilà, c'est des électeurs que Trump a récupérés, qui ne se sortaient plus pour aller voter par le passé, et qu'il faut maintenant fidéliser, sans quoi il y aura un vrai, ça va se creuser, et le Parti républicain ne pourra plus du tout compter sur cette perspective-là. Une dernière question à chacun de vous. Comment la démocratie peut-elle retrouver ses droits face à cette tyrannie du privé et à la lumière justement des enseignements de Sohrab Ahmari? Rémi Carlu, peut-être. Là, il faut distinguer le contexte, je crois. C'est un ouvrage qui est très américain, qui est lié à l'état de la vie économique américaine. Et donc la réponse de Sohrab Ahmari est très claire, c'est les pouvoirs publics, par le droit, par l'action légale, doivent susciter, encourager et permettre l'émergence de contre-pouvoirs économiques, donc la formation de syndicats, d'associations, pour permettre de contrebalancer, de jouer par un jeu de contraintes, si vous voulez, à faire un équilibre supérieur qui permette de rétablir une forme d'harmonie et donc de servir le bien commun. Donc aux États-Unis, la question est légale et en même temps éthique, puisqu'il faut inviter et susciter chez les citoyens l'envie de se regrouper, de former des syndicats et de se défendre et de pas seulement se regarder avec son nombril en ne faisant rien. Donc ça, c'est le cas américain. Après, dans le cas français, on a évidemment une législation sociale qui est beaucoup plus protectrice. Donc je crois que dans la manière dont ce livre doit être reçu en France, c'est une sorte d'alerte. Une sorte d'alerte à ce qui pourrait nous arriver si, sur chacune des thématiques économiques qui sont sorties dans le débat public, on écoute les oiseaux de mauvais augure libéraux qui veulent toujours alléger les codes, alléger le code du travail, modifier, diminuer les protections des travailleurs. Et, étonnamment, dans leur bouche, c'est toujours unilatéral. Quand il y a des réglementations à supprimer, ça se fait toujours dans ce sens-là. Et donc,
à mon avis, ce livre, de ce point de vue-là, peut être reçu chez nous comme une alerte sur ces questions, et puis aussi sur la question syndicale. Donc en France, après, les syndicats sont un petit peu enquistés, il y a énormément de critiques à faire, mais Sohrab Ahmari, par ce livre, essaye aussi de réactiver une tradition catholique sociale qui a existé chez nous, en expliquant qu'il faut jouer le jeu des corps intermédiaires, jouer le jeu des associations, que tout ne vient pas de l'État, et que donc c'est les individus organisés en communauté, voilà, qui doivent aussi travailler au bien commun. Voilà, alors, je modifie un petit peu ma question. En Europe, justement, en France, Sohrab Ahmari fait référence à l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII. Est-ce que la doctrine sociale de l'Église, selon vous, Nicolas Vaudet, peut servir de modèle à une forme de renouveau de l'expression démocratique dans le cadre du marché? Oui, d'autant plus que la pensée sociale de l'Église catholique a déjà servi de modèle, puisque c'est notamment sur la base de travaux de penseurs catholiques et même de clercs. C'est-à-dire, il y avait un prélat qui s'appelait Monseigneur James Ryan, je crois, qui avait été appelé Monseigneur New Deal aux États-Unis, tellement son travail avait servi de base à la réflexion des acteurs qui ont mis en place les politiques du New Deal. Donc, d'une certaine manière, oui, il y a vraiment une opportunité parce que, comme le dit Sohrab Ahmari, la pensée catholique, la doctrine sociale catholique est réaliste au sens où elle ne dit pas voilà ce qui serait l'idéal, par exemple à la Chesterton, à chaque homme 3 acres et une vache, ou quelque chose comme ça. Il dit, Léon XIII, dans Rerum Novarum, dit on a une situation qui est telle, qu'il faut prendre comme elle est, et à partir de laquelle il faut construire. Donc effectivement, il y a une forme de réalisme qui permet, en se fondant sur la vie réelle, de construire des choses qui sont à la mesure, à la portée des sociétés données et des individus qui observent les choses. Une chose, puisque vous parliez de comment reconstruire, comment la démocratie peut-elle permettre de faire, ou comment peut-elle se reconstruire contre ça, il faut une presse et il faut que le citoyen soit au courant. C'est-à-dire que l'un des avertissements dans le livre, c'est comment le néolibéralisme tue la presse en faisant des grands conglomérats qui se vident complètement de la réalité, souvent locale, de la vie économique. Eh bien, on affaiblit la conscience qu'ont les gens de ce qui se passe chez eux. C'est-à-dire que tout le monde lit maintenant la presse nationale, mais la presse locale est complètement... En tout cas, tout le monde lit les informations nationales, et les informations sur ce qui se passe au local sont complètement perdues. C'est notamment un gros enjeu qu'il faut absolument remettre sur le devant de la scène. L'information, tout simplement. Merci Nicolas Vaudet, merci Rémi Carlu. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous publiez aux éditions Salvator, Tyranny & Co, dont l'auteur est Sohrab Ahmari, un auteur dont on entendra assurément beaucoup parler dans les années qui viennent, et un ouvrage de très grande qualité disponible sur la boutique tvl.fr. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, à commenter cette vidéo. À très bientôt sur TV Liberté.